Depuis des millions d'années, le continent africain et le continent européen s'entrechoquent, libérant des poussées colossales qui, en soulevant les plaques terrestres, ont donné naissance à un millefeuille géologique, les Alpes. Les Alpes forment une chaîne de montagnes s'élevant à plus de 4000 mètres et l'étend ses cimes d'est en ouest, formant au centre de l'Europe une séparation naturelle entre les influences climatiques de l'océan Atlantique, de la Méditerranée et du continent. Cette extraordinaire diversité de climats et le brassage géologique des sols alpins qui fait se côtoyer les roches cristallines et les roches calcaires ont favorisé une grande biodiversité végétale et animale. D'une vallée à l'autre, d'une crête à la combe voisine, les conditions de vie varient, créant autant de milieux naturels dans lesquels des espèces différentes peuvent se développer. Cette diversité est encore favorisée par les différences d'altitude. Depuis les fonds de vallée jusqu'aux limites des forêts à près de 2400 mètres, plusieurs types de forêts se succèdent. Hêtraies, chênaies pubescentes, hêtraies à sapins et sapinières laissent progressivement la place aux forêts d'épicéas, qu'on appelle les pessières, aux mélésins et arolières, qui forment, au pied des neiges éternelles, la forêt boréale. Sa contribution à la beauté des paysages et la diversité de la nature ne sont pas les seules richesses de la forêt de montagne. En recouvrant les pentes abruptes, les arbres offrent des milliers d'obstacles qui réduisent les risques induits par les dangers naturels. Mais qu'elle soit une futaie productrice de bois, un milieu naturel protégé, une forêt protectrice ou un pâturage boisé, la forêt vit, se développe et meurt. Même si pour le regard humain, la forêt demeure immuable, chaque individu qui la compose, un jour disparaît et est remplacé par d'autres individus, plus jeunes. Pour les populations qui vivent dans l'arc alpin, le rôle protecteur de la forêt de montagne est essentiel. Les enjeux sont importants. De nombreuses villes, de nombreux villages, des voies de communication ou des infrastructures importantes dépendent directement de la sécurité qu'offre la forêt de montagne. Les forestiers de l'arc alpin doivent gérer durablement ce patrimoine et leur défi est de taille. Il faut maintenir et améliorer la structure, le mélange d'essences, la stabilité et la vitalité des forêts de protection. Intelligemment, il faut peser les intérêts de la nature en protégeant ses richesses et en stimulant la biodiversité. Les forestiers sont également conscients que la forêt a une place importante dans l'économie. Elle est un composant essentiel des paysages alpins, recherché par les vacanciers, et elle fournit une matière première renouvelable, le bois, et dans le futur, elle aura sans aucun doute un rôle très important comme source d'approvisionnement en énergie renouvelable. Écologique, protectrice ou économique, la forêt a de multiples fonctions qu'elle remplit pour la population. Grâce à leur formation complète et diversifiée, les forestiers garantissent à long terme le maintien d'une forêt conforme aux exigences de la société. Par le passé, le forestier, en accord avec le propriétaire d'une forêt, décidait quasiment de toutes les actions qui étaient à effectuer en forêt, que ce soit l'exploitation de bois ou les plantations nécessaires au renouvellement d'une forêt. Actuellement, c'est plus compliqué. Le propriétaire, le gestionnaire ne sont plus suffisants et nous sommes obligés un petit peu de demander l'avis des utilisateurs de cette forêt, c'est-à-dire aussi bien les promeneurs, les associations de protection de la nature, que les chasseurs.
En Suisse, afin de soutenir les praticiens dans leur prise de décision, l'Office fédéral de l'environnement a publié un ouvrage de référence sur la gestion durable des forêts de protection, le NICE. Cette méthode d'analyse, proposée par les experts suisses, a été utilisée dans le cadre d'un projet Interreg 3, auquel participent la Savoie, l'Isère, la région autonome de la vallée d'Ost, le Piémont, et en Suisse les cantons du Valais, de Vaud et de Fribourg. Ce programme Interreg sur la gestion des forêts de montagne à fonction de protection propose aux participants, praticiens et scientifiques, une plateforme d'échange d'expériences et de formation continue tirée de situations réelles que doivent gérer les forestiers des 3 pays. Oui, si on laisse faire, c'est toujours sans intervention. Ça va être trop fermé, les collectifs ils vont crever. On va vers le pire. Dans la commune de Sixte-Fer-à-Cheval, en Haute-Savoie, des risques importants de chute de pierres ont conduit les citoyens à interdire toute exploitation dans une forêt protectrice. Dans le cadre du projet Interreg, les forestiers français de l'Office national des forêts, appuyés par leurs collègues suisses et italiens, s'intéressent à ce massif. Sur la base de leur documentation, les forestiers analysent une placette de près d'1 hectare, représentative de la forêt. Ils cherchent à définir en premier lieu l'association végétale, c'est-à-dire le genre de forêt qui devrait pousser naturellement à cet endroit, en tenant compte des conditions de vie pour les arbres comme le climat, l'altitude, la nature du sol, etc. L'association végétale permet aux forestiers de se représenter la structure idéale que la forêt peut atteindre. Si nécessaire, le forestier pourra la maintenir grâce à des interventions ciblées. Die Frage ist nun, wie diese Wälder behandelt werden sollen. Dieses Schema ist eine Hilfe für die Entscheidungsfindung. Die Zielsetzung wird auf die lokalen Verhältnisse angepasst und dann mit dem aktuellen Zustand dieses Waldes verglichen. Und man versucht auch mit Hilfe dieser Pfeile die natürliche Entwicklung des Waldes zu berücksichtigen. Auf ausgewählten Flächen wird die weitere Entwicklung dieses Waldes beobachtet und dokumentiert. Dabei geht es darum, die Wirkung der ausgeführten Maßnahmen zu überprüfen und daraus die Lehren für ähnliche Situationen zu ziehen. En définissant la nature du rôle de protection que remplit la forêt, c'est-à-dire si elle protège contre les avalanches, les chutes de pierres ou les laves torrentielles, les forestiers peuvent affiner leurs analyses en établissant par exemple la grandeur des ouvertures qui peuvent être réalisées lors des coupes de bois ou les diamètres optimaux que doivent avoir les arbres ainsi que leur répartition spatiale. Les informations retenues permettent d'établir le profil de la forêt que l'on souhaite pour qu'elle remplisse au mieux la fonction de protection qui lui est assignée. Il reste aux forestiers à comparer l'état actuel de la forêt avec les résultats de leur analyse et à définir s'il est nécessaire d'effectuer des travaux. Le cas échéant, ils établiront la façon la moins coûteuse de réaliser ce travail. La forêt de Sixte-Fer-à-Cheval est composée principalement de hêtres, mais la fiche indicatrice qui correspond à ce genre de peuplement montre que nous devrions trouver une forêt mélangée avec de l'érable sycomore et du sapin. L'analyse de l'état de la forêt démontre qu'elle remplit bien son rôle protecteur contre les chutes de pierre, mais en vieillissant, les vieux arbres arrêteront difficilement les éboulements. Des coupes qui permettront de rajeunir une partie de la surface devront donc être envisagées d'ici 1 à 2 décennies. Sur le mont Chemin qui surplombe la ville de Martigny en Valais, une étude semblable a été réalisée. L'histoire des exploitations dans le mont Chemin a révélé que ces forêts avaient été surexploitées au cours des siècles passés dans le cadre de diverses exploitations minières et pour fournir du combustible aux habitants de Martigny.
À l'occasion de ces exploitations, la forêt avait été rasée sur de très grandes surfaces. Cela a permis le développement d'une forêt riche en arbres, aimant la lumière. Pour maintenir cette biodiversité et pour garantir la fonction de la forêt contre les chutes de pierre, les forestiers ont procédé à de petites coupes réparties en damiers. Les ouvertures sont visibles la première année, mais la forêt se rajeunit très vite et les feuillus, encore vifs, se régénèrent grâce à des rejets qui se développent de leur souche, alors que les graines tombées au sol laissent apparaître les premières pousses. Alors que les prémices de la nouvelle forêt apparaissent, des insectes dont les larves se nourrissent de bois mort viennent pondre leurs œufs dans les troncs laissés sur place. Les galeries que leurs larves creuseront permettront aux champignons de pénétrer rapidement dans le bois afin de le décomposer. Dans les forêts de montagne qui se trouvent en moyenne altitude, il est relativement aisé de régénérer une surface. La période de végétation est longue et les forêts composées de feuillus sont diversifiées, ce qui offre aux sylviculteurs davantage de souplesse lors des travaux forestiers. Mais dans les forêts d'altitude, les conditions climatiques sont extrêmes et la vie est très difficile pour les arbres. Seules quelques espèces, principalement des résineux, s'y épanouissent. Ici, la régénération de la forêt nécessite plusieurs décennies de patience. Les jeunes plants sont en effet en forte concurrence avec les herbes. Ils souffrent aussi des effets mécaniques liés au poids et à la reptation du manteau neigeux. Dans les forêts humides comme celle du Chablais, les jeunes arbres sont très souvent en concurrence avec les hautes herbes. Dès que la chaleur du soleil touche le sol forestier, pétasite, adénostyle, laitue des Alpes, framboisier, etc. se développent, formant une couverture de plantes qui s'élève à plus de 1 mètre du sol. Dans ces conditions extrêmes, les graines des arbres voisins ne parviennent plus à germer. Les forestiers ont appris à régénérer les forêts malgré les hautes herbes qu'ils appellent les mégaphorbiaires. En observant la nature, ils ont constaté que les graines qui germaient sur les troncs ou les souches pourrissantes offraient à de jeunes arbres la possibilité de s'y installer à l'abri de la concurrence des hautes herbes. Lors des exploitations, les bois de mauvaise qualité sont donc laissés en forêt. Ces bois, ainsi que les souches des arbres abattus, sont striés à l'aide d'une tronçonneuse afin de maintenir l'humidité dans le bois et d'accélérer sa décomposition. Ainsi, plusieurs années sont gagnées et dès que les bois sont suffisamment décomposés, les premières pousses apparaissent. Elles formeront un premier groupe d'arbres qui ralentiront de leur ombre la vigueur des hautes herbes et laisseront tout autour d'eux pousser d'autres arbres. Lorsque la forêt est adulte, 150 à 200 ans plus tard, on peut encore observer les arbres qui se sont développés sur le bois mort. Ils sont portés par leurs racines, comme si, dressés sur la pointe de leurs pieds, ils ne cessaient d'apprécier les rayons du soleil, conscients qu'ils sont qu'un jour, leur propre bois, allongé sur le sol, sera le futur lit douillet sur lequel naîtront leurs enfants. Lorsque les conditions de vie sont extrêmes pour la forêt, particulièrement dans les forêts d'altitude entre 1800 et 2400 mètres, on observe que les arbres poussent en groupe de plusieurs tiges, créant une famille dont toutes les tiges ne forment qu'une seule couronne de branches. Cette structure donne à la forêt de montagne un aspect de mosaïque entre groupes d'arbres et clairières. En altitude, les arbres ne peuvent donc pousser que sur les quelques endroits protégés où les conditions de vie sont réunies comme les buttes, les crêtes, les vieilles souches renversées
ou les pierres qui, en emmagasinant la chaleur du soleil, réchauffent leurs alentours. En observant ces structures de forêts de montagne, les forestiers ont compris qu'elles permettaient aux arbres de se protéger les uns et les autres de la neige, du soleil et du vent des montagnes. Ils ont aussi observé que cette forme en mosaïque permettait aux forêts protectrices de mieux faire face aux dangers naturels. Ils ont donc développé une technique sylvicole qui est aussi efficace qu'impressionnante. Cette technique consiste à former des groupes d'arbres en ouvrant de grands espaces autour d'eux. Les espaces et la grandeur des groupes sont sciemment déterminés par l'observation des arbres adultes avoisinants, et les forestiers répartissent les groupes en cherchant à éviter les ouvertures dans le sens de la pente. En grandissant, les arbres de bordure garderont leurs branches vertes jusqu'au sol et formeront une protection naturelle pour le groupe. Ils combleront une partie des espaces ouverts tout en laissant suffisamment de place pour que la neige puisse s'accumuler à ces endroits. Dans les trous qui resteront, les feuillus, comme les alisiers et les sorbiers des oiseleurs, pourront s'épanouir, améliorant la diversité des espèces et servant de nourriture bienfaitrice pour la faune sauvage. La forêt est le milieu de vie pour un grand nombre d'animaux sauvages. Ils y trouvent de la nourriture, des abris protecteurs et un climat de tranquillité qui leur est nécessaire pour vivre. Ils sont une composante importante de la diversité forestière et ils ont leur place dans les forêts de montagne. Lors des travaux sylvicoles, les forestiers intègrent dans leurs réflexions les besoins des animaux, en protégeant leur espace de vie et en développant leur nourriture au sol. Mais les cerfs, les chamois et les chevreuils peuvent prélever une part importante de leur nourriture sur les jeunes arbres composant les futurs peuplements. En temps normal, ce prélèvement n'est pas un souci pour les forestiers. Mais la forêt de montagne évolue lentement et les dégâts trop importants pourraient, à terme, mettre en péril la fonction de protection des forêts et la biodiversité qui la compose. Les responsables de la faune et les forestiers doivent donc veiller à maintenir un équilibre sain entre les animaux et le milieu forestier qu'ils occupent. À Champorcher, en vallée d'Ost, les forestiers, après avoir analysé la capacité d'une forêt à protéger la route d'accès à la vallée, ont décidé qu'il fallait intervenir pour garantir à long terme la fonction de protection du peuplement. Mais cette forêt de protection est d'une très grande diversité. Elle accueille de nombreuses espèces végétales et animales et elle se trouve dans une région touristique. En observant la structure de la forêt, les forestiers ont constaté que des arbres de tous les âges poussaient côte à côte. Cette structure irrégulière n'est pas uniquement le fruit de la nature, mais elle résulte des interventions sylvicoles effectuées par le passé. Ces peuplements ont une structure idéale pour maintenir la fonction de protection contre les dangers naturels. Ils sont composés d'arbres qui dominent de nombreuses tiges plus jeunes, bien aérées et d'excellente stabilité. Si un ouragan venait à souffler dans la vallée, cette forêt offrirait une très bonne résistance. Et s'il parvenait à briser les arbres qui dominent, les arbres plus jeunes, protégés par leurs grands frères, pourraient rapidement les remplacer. Ce qui éviterait une longue période de régénération durant laquelle la surface serait nue et ne remplirait plus sa fonction de protection. L'intervention qui a été décidée permettra de maintenir l'état de cette forêt. Les investissements à réaliser seront largement compensés par le rôle de protection que la forêt continuera de remplir et par le maintien de sa biodiversité. Le maintien de la structure de la forêt
détermine le choix des arbres à abattre. Les arbres sont coupés à 1,30 m du sol afin que les parties de tronc qui restent debout puissent encore retenir la neige et les pierres. Ils sont également écorcés car cette forêt est sensible aux attaques de bostриche et il faut absolument éviter une épidémie qui pourrait détruire des années d'efforts et d'investissement. Pour cette raison, mais aussi pour éviter qu'ils glissent sur la route en aval, ou qu'en séchant, ils augmentent le risque d'incendie, les bois sont dévalés délicatement et évacués à l'aide d'un petit tracteur. Une intervention telle que celle-ci représente un gros investissement pour une collectivité publique. La région autonome de la vallée d'Ost est consciente de l'importance de la forêt et des rôles multiples qu'elle remplit pour les habitants des vallées, et elle s'est donné les moyens financiers nécessaires pour l'entretenir. Un autre joyau de la forêt de montagne, les pâturages boisés de mélèzes. Depuis des générations, dans les montagnes valaisannes, valdôtaines et piémontaises, forestiers et agriculteurs font se côtoyer des mélèzes centenaires et des pâturages verdoyants afin de procurer du fourrage à leur bétail, tout en produisant du bois, utilisé principalement pour le chauffage et la restauration des chalets d'alpage. Les gens du pays appréciaient le feuillage aéré des mélèzes qui laissait suffisamment passer de lumière pour permettre à l'herbe de mieux pousser. Ils ont également observé que les arbres, grâce à leur léger ombrage et à la résistance qu'ils offrent au vent, évitaient le dessèchement du sol, permettant également à l'herbe de mieux pousser. Dès lors, il suffisait de maintenir le bon nombre d'arbres, ni trop ni trop peu, pour que le jeu d'ombre et de lumière puisse permettre au pâturage et aux mélèzes de se développer. Un pâturage boisé est très influencé par les vaches qui y broutent. Si la pâture est intensive, les jeunes arbres qui poussent dans les herbes sont détruits par les vaches. Si le pâturage est délaissé, très vite la forêt s'installe et les arbres ont vite fait de faire disparaître le pâturage. Les pâturages boisés sont importants pour l'économie agricole, pour leur valeur paysagère et pour la place qu'ils occupent dans le patrimoine montagnard. En collaboration avec les exploitants agricoles, les forestiers éclaircissent les peuplements de vieux mélèzes et effectuent des plantations pour les remplacer. Pour respecter l'origine génétique des mélèzes, les jeunes plants sont prélevés dans les forêts voisines et repiqués sur le pâturage. Des protections de perches et de treillis grillagés sont placées tout autour des jeunes plants afin d'éviter que les vaches ne les endommagent. La forêt de montagne est un milieu naturel, riche et diversifié. Pour la collectivité, elle remplit des fonctions multiples. Elle est forêt nature, forêt protection et forêt économie. Pour y intervenir, le forestier a appris à observer et à comprendre l'évolution naturelle de la forêt. Par son travail et sa persévérance, il garantit la durabilité de ses fonctions et limite les situations de déséquilibre ou de catastrophe. Ses gestes imitent la nature en utilisant son dynamisme. Il connaît cet héritage forestier et sait mettre en valeur ses principales qualités, appréciées par la société. Ce travail, il le réalise pour que les populations qui vivent dans les Alpes puissent y rester durablement dans un environnement forestier familier et accueillant.